existe une vérité que personne ne veut admettre, et elle change tout ce que vous croyez savoir sur le courage. Dans les grandes annales de l'histoire, des personnages se sont élevés et d'autres sont tombés. Des batailles ont été gagnées, d'autres perdues. Et au cœur de notre récit humain, deux fils sont tissés ensemble, l'héroïsme et la lâcheté. Mais avant de plonger dans cette exploration, nous devons impérativement comprendre ce que signifie réellement la lâcheté. Souvent, l'ombre du lâche est projetée sur celui qui vacille face à l'adversité, sur celui qui bat en retraite devant un défi, ou simplement sur celui qui reste immobile, paralysé par une peur écrasante. Historiquement, les sociétés ont jugé la lâcheté non seulement comme un manque de courage, mais comme une faillite morale. La psychologie moderne l'interprète parfois comme un sens excessif de l'autopréservation, un instinct de survie qui écrase nos positions morales ou éthiques. Pourtant, la lâcheté, comme tous les traits humains, est complexe. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de bravoure, il s'agit aussi de comprendre la présence de certaines peurs et insécurités profondes. C'est ici que nous devons tourner les pages en arrière. Revenons à l'ère du Japon féodal. Une figure se dresse, immense, sur fond de guerriers, d'épéistes et de samouraïs. C'est Miyamoto Musashi. Sa vie, ponctuée de duels mortels, de voyages solitaires et d'une introspection profonde, nous offre une lentille inestimable pour comprendre ce qu'est vraiment la lâcheté. Pour Musashi, chaque duel était autant une bataille mentale qu'une bataille physique. Il ne voyait probablement pas la lâcheté comme une simple peur. Pour lui, cela représentait autre chose, un manque de préparation ou un manque de compréhension. C'était une incapacité à faire face à soi-même. Dans ses enseignements et ses écrits, on peut déduire que la véritable lâcheté résidait dans le fait de ne pas chercher à comprendre, de ne pas s'efforcer de s'améliorer, de ne pas affronter les démons intérieurs qui nous retiennent. Alors que nous nous aventurons plus loin, prenons la main de Musashi, voyageons au cœur même de la lâcheté pour la confronter, la comprendre et peut-être la vaincre. Avec cette compréhension nouvelle, nous plantons le décor de l'époque de Musashi, une époque où les épées s'entrechoquaient, où l'honneur était primordial et où la ligne entre la bravoure et la lâcheté était aussi fine qu'une lame de rasoir. Mais pour survivre dans un monde aussi impitoyable, il ne suffisait pas d'être fort. Il fallait comprendre que le danger n'était pas seulement devant soi, mais aussi en soi. Faisons un pas en arrière, dans les temps turbulents du Japon féodal. L'air y était lourd de tensions. Les bouleversements politiques, les disputes territoriales et les vengeances personnelles peignaient le paysage d'une teinte sombre. Dans ce décor, le samouraï n'émergeait pas seulement comme un guerrier, mais comme un symbole de courage, d'honneur et de discipline. Leur vie était une véritable danse avec le danger. C'était l'incarnation même de l'expression « vivre sur le fil ». Pour le samouraï, chaque jour pouvait apporter un défi mortel à son honneur. Et souvent, cela signifiait un duel jusqu'à la mort. Qu'ils naviguent dans les intrigues politiques de leur seigneur, qu'ils combattent des factions rivales, ou qu'ils tentent simplement d'être à la hauteur de leur code. Leur existence était un témoignage quotidien face à la peur. Enfiler son armure, aiguiser son katana et pratiquer les formes martiales. Tout cela servait à préparer le corps, mais c'était tout aussi crucial pour forger l'esprit. L'anticipation d'un défi potentiel, l'essence même de leur vie, signifiait qu'ils étaient perpétuellement à proximité de la peur. Et dans cet environnement impitoyable, un seul faux pas, un seul moment d'hésitation, né de la lâcheté, pouvait signifier la fin, la mort immédiate. C'est au milieu de ce monde volatile que Miyamoto Musashi a tracé son chemin, alors que beaucoup de ses contemporains maniaient l'épée au service d'un seigneur ou pour la gloire personnelle. Le voyage de Musashi était différent. Il affrontait ses peurs, oui,
mais il le faisait avec une perspective aiguisée par l'introspection et la philosophie. Chaque duel dans lequel il s'engageait n'était pas seulement un test de compétence, c'était une confrontation directe avec son propre moi intérieur. Pour lui, la peur était un adversaire à reconnaître et ensuite à désarmer. À travers ses écrits et ses actions, il est évident que Musashi ne fuyait pas la peur. Au contraire, il lui faisait face, extrayant la sagesse de ses profondeurs. Sa réponse à l'adversité n'était ni une bravade irréfléchie, ni une peur paralysante. C'était une stratégie calculée, forgée dans les feux de la conscience de soi. Avec la perspective de Musashi en tête, la ligne entre la bravoure et la lâcheté devient moins une question d'absence de peur et plus une question de réaction face à elle. Mais comment un jeune guerrier brut et inexpérimenté a-t-il pu atteindre un tel niveau de maîtrise mentale? La réponse réside dans les premiers chapitres de sa vie, là où les erreurs ont forgé la légende. Alors, tissons plus profondément dans la tapisserie de sa vie. Penchons-nous sur la nature de cette réponse et la philosophie qui l'ont façonnée. Dans les premiers chapitres de la vie de Musashi, nous trouvons un guerrier brut, non raffiné. Il cherche encore sa place dans un monde dominé par des samouraïs chevronnés et des écoles de combat établies. En tant que combattant débutant, Musashi n'était pas exempt de cette appréhension qui hante souvent les novices. Des récits murmurent qu'il y a eu des moments où il a vacillé, des moments où il semblait incertain, momentanément éclipsé par l'ombre de guerriers plus expérimentés. Mais chaque duel, chaque confrontation était une leçon, pas seulement en combat, mais dans l'art de se confronter soi-même. Une évolution était en cours à l'intérieur de Musashi. Ce n'était pas un moment dramatique, unique, comme un coup de tonnerre. C'était plutôt une série de rencontres et d'introspections qui le poussaient vers l'avant. Progressivement, les hésitations de la jeunesse ont été remplacées par un calme stratégique. L'énergie brute a été canalisée en précision. Et la peur, elle a été redéfinie. Elle n'était plus une force paralysante, mais une boussole indiquant la direction de la croissance. Dans cette transition, Musashi a posé les fondations de la légende qu'il allait devenir. Ses premières batailles ont servi d'enclume sur laquelle son esprit a été forgé. Cela l'a mené vers un chemin moins fréquenté, un voyage vers l'intérieur. Car l'art du combat n'est pas limité au fil d'une lame. Pour chaque ennemi extérieur que Musashi affrontait, il reconnaissait un homologue intérieur. La ligne entre le monde physique et le monde mental commençait à s'estomper pour lui. Il révélait ainsi la danse interconnectée entre le maniement de l'épée et la psyché. En traçant le parcours de Musashi, nous comprenons que pour lui, la véritable prouesse n'était pas seulement de maîtriser une arme, c'était de maîtriser l'esprit. Il s'entraînait sans cesse, oui, mais il méditait aussi, il contemplait, il nourrissait un esprit indomptable. Chaque coup de son épée était aussi un coup porté aux fragilités et aux doutes qui obscurcissaient son esprit. Pour Musashi, les adversaires les plus redoutables n'étaient pas toujours ceux qui se tenaient face à lui. C'étaient ceux qui rôdaient à l'intérieur, l'anxiété, l'excès de confiance, la colère. C'étaient des défis aussi réels que n'importe quel opposant physique. Et c'est de cette compréhension profonde qu'est née sa plus grande invention, une technique qui allait devenir sa signature éternelle. Au fur et à mesure que nous plongeons plus profondément, nous voyons comment le voyage de Musashi dans l'étendue de l'esprit a jeté les bases de ses triomphes les plus significatifs. Émergeant des forêts denses de l'introspection, Musashi a cristallisé ses révélations dans un style qui lui est propre, le Niten Ichi Ryu, ou le style des deux ciels en un. Ce n'était pas seulement un témoignage de son adresse à l'épée, c'était la manifestation physique de sa compréhension de l'équilibre délicat entre le physique
et le métaphysique. Les deux lames, à première vue, symbolisaient la compétence inégalée de Musashi. Cependant, un regard plus profond révèle bien plus. Une lame tranchait le monde extérieur, les menaces tangibles, les défis, les ennemis de chair. L'autre lame traversait le monde nébuleux, intérieur, disséquant les peurs, les doutes et les hésitations. Ensemble, elles représentaient son engagement à maîtriser à la fois les batailles externes et les guerres internes de l'âme. La pratique de Musashi allait bien au-delà du martial. Les deux épées sont devenues une philosophie, une danse d'action et d'introspection, alors que sa lame physique trouvait son rythme dans le combat. Sa lame métaphysique trouvait une résonance dans la méditation silencieuse et la contemplation. C'était cet équilibre, cette synchronisation du mouvement et de la pleine conscience qui l'a élevé du statut de simple combattant à celui de guerrier philosophe. Cette approche équilibrée est devenue le phare guidant Musashi à travers les mers tempétueuses de la vie. Et alors que nous naviguons plus loin, cela éclairera comment cette philosophie peut nous guider, nous aussi, pour affronter la lâcheté de front. Mais pour que le rythme des deux lames danse en harmonie, Musashi a dû trouver un autre allié puissant dans son voyage contre la lâcheté. Un allié que la plupart des gens fuient, mais que lui a embrassé comme une arme secrète. Cet allié, c'est la solitude. Le même guerrier philosophe qui maniait deux épées choisissait souvent le silence de l'isolement plutôt que le vacarme de la société. Mais pourquoi? Tout comme ces lames doubles qui servaient un but au-delà du simple combat, la retraite délibérée de Musashi dans la solitude n'était pas une fuite. C'était un choix stratégique. Il croyait que s'éloigner des influences extérieures était vital pour écouter véritablement sa voix intérieure et affronter ses peurs internes. Le bruit du monde masque souvent nos murmures intérieurs. En s'éloignant, Musashi s'assurait d'entendre chaque murmure de doute, chaque cri de peur. Il les abordait de front. Mais la solitude de Musashi n'était pas faite de désolation ou de tristesse. Au lieu de cela, il a transformé l'isolement en puissance. Seul avec ses pensées, il s'engageait dans des batailles introspectives, affinant son esprit et aiguisant sa lame intérieure. Chaque période de solitude le rendait plus fort, plus résilient, forgeant une volonté qui resterait inébranlable face à l'adversité. Cette maîtrise de la solitude allait s'avérer cruciale, alors que Musashi continuait d'évoluer, entrelaçant sa force intérieure avec ses philosophies. Émergeant des réflexions profondes de la solitude, son approche du combat et de la vie a changé. Il ne s'agissait plus seulement de maîtriser ses propres peurs, mais d'anticiper et de comprendre les peurs et les intentions des autres. Ainsi, son attention s'est déplacée de la force pure vers la puissance de l'esprit. Musashi a réalisé que la vraie force n'était pas seulement d'affronter les peurs, mais de les prévenir. En pensant plusieurs coups à l'avance, un guerrier peut anticiper les menaces potentielles. Une telle prévoyance atténue la peur, car c'est souvent l'inconnu qui nous terrifie le plus. En devenant familier avec les résultats potentiels et en s'y préparant, on peut transformer l'appréhension en anticipation. Les duels de Musashi en sont la preuve. Il y a eu des cas où il arrivait en retard exprès pour déstabiliser son adversaire. D'autres fois, il employait des stratégies qui semblaient non conventionnelles, comme utiliser une rame en bois au lieu d'une épée. Mais dans chaque cas, ses actions étaient délibérées. Elles visaient non seulement à vaincre la forme physique de son adversaire, mais surtout leur esprit. Par de telles manœuvres intellectuelles, il a démontré que la compréhension et la stratégie pouvaient apaiser la peur bien plus efficacement que la force brute. Cependant, alors qu'il progressait, ses philosophies ont encore évolué. Il a compris que vaincre la lâcheté nécessitait de remodeler entièrement sa perspective sur l'existence même. Et cela nous mène à la leçon la plus difficile, celle que nous évitons tous. De ces stratégies brillantes,
nous discernons une compréhension plus profonde, enracinée dans le code même du samouraï, l'acceptation de l'impermanence. Le samouraï vivait par l'épée, toujours en équilibre sur le précipice de la mortalité. En reconnaissant cela, il pouvait vivre sans la peur débilitante de la mort. Musashi a reconnu cette vérité. Ses confrontations n'étaient pas seulement des batailles contre des adversaires, mais contre la peur omniprésente de la fin. En comprenant et en embrassant l'impermanence, Musashi a trouvé la liberté d'agir sans hésitation. En acceptant la mort comme une partie inévitable de la vie, il pouvait faire face à n'importe quelle situation de front. Cette connaissance a agi comme une force libératrice, car lorsque l'on comprend vraiment la nature éphémère de la vie, les chaînes de la lâcheté commencent à se briser. Mais Musashi ne s'est pas arrêté là. Il a cherché d'autres moyens de canaliser ses peurs. Au-delà des bords tranchants de ses épées, se trouvaient les traits doux de son pinceau. Musashi était un artiste. Ses peintures et ses sculptures étaient, tout comme ses duels, des expressions de ses pensées les plus intimes. Sur une toile, il affrontait ses peurs. Chaque œuvre devenait le reflet de ses batailles, non pas contre des opposants, mais contre ses démons intérieurs. Cela nous amène à la révélation finale, la vérité la plus dure. Souvent, notre adversaire le plus redoutable n'est pas extérieur, c'est le reflet qui nous regarde dans le miroir. Musashi, avec toute sa compétence et sa puissance, n'était pas étranger à cette lutte. Le jeune guerrier qui tremblait autrefois devant ses adversaires a fini par réaliser que son ego, son impatience et ses peurs intérieures étaient des ennemis bien plus puissants que la chair et les os. Ils murmuraient des doutes, ils engendraient l'hésitation, ils menaçaient de faire dérailler son voyage. Pour Musashi, les ennemis les plus formidables n'étaient pas ceux qui se tenaient en face de lui sur le champ de bataille, mais ceux qui rôdaient à l'intérieur. C'est ici que la lâcheté meurt vraiment. Elle meurt au moment où l'on cesse de regarder l'ennemi en face pour regarder l'ennemi en soi. Musashi nous enseigne que le vrai champ de bataille est l'esprit, et la victoire sur soi-même est la plus grande de toutes les victoires. Mais comment, aujourd'hui, dans notre monde moderne, sans épée ni château, pouvons-nous appliquer cette sagesse ancestrale? Comment utiliser l'esprit du samouraï pour vaincre nos propres lâchetés au quotidien? Quittons les paysages historiques de la vie de Musashi pour revenir vers les rues animées d'aujourd'hui, dans un monde radicalement différent, où les gratte-ciel remplacent les châteaux et où les smartphones remplacent les épées. On pourrait se demander, ces enseignements sont-ils toujours pertinents? La réponse est oui. Le cœur de sa philosophie demeure universel, vibrant d'une sagesse intemporelle. Les défis fondamentaux de l'esprit humain restent les mêmes. La peur, le doute, l'hésitation, ce sont des batailles avec lesquelles nous luttons tous. L'accent mis par Musashi sur la préparation, la pensée stratégique et l'amélioration continue de soi est tout aussi essentiel dans une salle de réunion que sur un champ de bataille. Ces enseignements ne visent pas seulement à vaincre des ennemis, mais à affronter nos défis quotidiens. Que ce soit un entretien d'embauche intimidant, une conversation inconfortable, ou simplement le défi de repousser nos propres limites, invoquer l'esprit de Musashi peut nous guider, en incarnant sa résilience, sa stratégie et sa poursuite incessante de la maîtrise. Nous pouvons nous aussi avancer avec confiance dans les arènes de la vie, déchargés du poids de la lâcheté. Alors que le soleil se couche sur ses contes anciens, la silhouette de Musashi reste inébranlable face à l'épreuve du temps. Il n'est pas seulement un épéiste légendaire, il est un phare pour ceux qui sont prêts à affronter leurs propres reflets. Le courage n'est pas une fin, mais un voyage perpétuel. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle.
Et alors que nous naviguons dans nos labyrinthes modernes, puissions-nous puiser dans sa force. Embrassons la poursuite silencieuse et implacable de notre puissance intérieure. Ne soyez pas lâches face à votre propre potentiel. Affrontez-le, maîtrisez-le. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.